Il est temps de se réveiller. C'est ainsi que, c'est ce que vous écrivez dès la 6e ligne de votre livre, Le pouvoir de dire non, et vous ajoutez quelques phrases plus loin. Se réveiller, cela demande de secouer nos consciences, de renoncer aux réflexes politiciens, aux petits calculs tactiques, aux assignations à résidence partisane. C'est comme ça que vous voyez l'état de la politique aujourd'hui en France? Oui, ce sont des défis qui nous dépassent chacun et qui nous sollicitent dans tous les domaines de la vie internationale qui d'ailleurs s'interpénètre de plus en plus, mais qui interpelle la République, le fonctionnement de l'État, la démocratie, et bien évidemment ces nouveaux empires et ces drames un peu partout sur la planète, en Ukraine, au Proche-Orient. C'est pas spécifique à la France, alors les calculs politiciens, tactiques, les assignations à résidence partisane? Non, c'est malheureusement souvent le reflet de l'impuissance et qui ne se limite pas à la France. C'est le défi pour tous les dirigeants, pour toutes les élites, quelles qu'elles soient, autour du monde, qui sont confrontés à la nécessité d'essayer de renverser le mouvement des choses. On le voit en matière écologique. Personne seul ne peut arriver à relever le défi. On a besoin de toutes les énergies et on a besoin de la jeunesse pour nous pousser et nous aider à ouvrir les yeux. C'est aussi à nos concitoyens, aux Français, que vous vous adressez, en disant qu'il faut sortir du coma dans lequel nous sommes plongés collectivement. Vous le datez, le début de ce coma? Il a commencé quand? On peut le situer à la fin du XXe siècle, lorsque la politique, à force de regarder vers le haut, a fini par se déconnecter des réalités quotidiennes et des réalités des Français. C'est, je crois, la première étape du problème auquel nous nous heurtons et d'un certain malheur français. C'est quand on parle de politique, eh bien on lève la tête. Eh bien non. La politique, c'est d'abord d'être au contact des réalités et d'essayer de résoudre les problèmes qui s'opposent à tous nos compatriotes. Vous le datez précisément à la fin de la présidence de Jacques Chirac? Je pense qu'à la fin de la présidence de Chirac, il s'est passé quelque chose d'assez surprenant. Et lié d'ailleurs, la faute n'est pas entièrement au successeur, mais lié en partie au quinquennat qui a changé la nature de la politique. La politique a conduit à ce moment-là à une sorte d'hyper-présidence. Un président qui fait tout, qui veut s'occuper de tout. Or, ce n'est pas possible. Et de ce fait-là, nos institutions se sont réduites à cette verticalité présidentielle qui a créé beaucoup de confusion et beaucoup de frustration dans le pays. Un quinquennat inauguré avec Jacques Chirac. Alors, qui est inauguré par Jacques Chirac, mais Jacques Chirac avait en tête le temps de la politique d'une autre époque. D'une autre époque, et qui conduisait à peut-être mieux respecter les pouvoirs de chacun au sein de l'exécutif et avec le législatif. Vous êtes sévère quand même avec les successeurs de Jacques Chirac. Vous dites que Nicolas Sarkozy, bien, châtie bien. François Hollande, Emmanuel Macron ont joué à être président. Vous les châtiez sacrément? Je constate. Vous les aimez beaucoup, alors? Non, je constate, parce que je le dis sans forfanterie, je constate l'immensité de la tâche. La tâche est extraordinairement difficile. Et donc, pour arriver à remplir le fauteuil présidentiel, il faut évidemment beaucoup d'humilité. Et il faut aussi être diablement préparé. Or, trop souvent, quand on arrive dans cette fonction trop jeune, quand on n'a pas toutes les cartes en main, qu'elles soient nationales ou internationales, eh bien, on peut hésiter, on peut se tromper. Se tromper, j'allais dire, c'est le cas de tout le monde. Mais je pense que, évidemment, quand on est président de la République, les conséquences en sont autrement plus graves. Vous vous adressez en particulier à Emmanuel Macron, qui, lui, a été élu particulièrement jeune, à 39 ans. C'était le cas de Nicolas Sarkozy, carrière politique entamée à 28 ans, je crois. François Hollande, une très longue carrière politique. Ils n'étaient pas préparés, eux. Une très longue carrière politique, mais surtout une carrière à l'intérieur des partis. Il n'avait jamais été ministre. Donc, pas d'expérience de la vie de l'État. Nicolas Sarkozy avait été évidemment ministre, mais pas d'expérience internationale. Donc je pense qu'il y a un cursus, il y a des étapes, il y a un itinéraire. On ne s'improvise pas président de la République. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire au débeauté comme on ferait une autre activité. C'est forcément l'aboutissement d'un processus et d'une préparation qui suppose beaucoup de travail. Ce qu'avait par exemple Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Oui, c'est l'aboutissement d'une vie. C'est l'aboutissement d'une vie. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand, c'est le couronnement d'une carrière. Et c'est la capacité à tirer des leçons d'une vie aussi. Parce que personne ne peut tout faire bien du premier coup. Donc il faut s'être trompé et il faut avoir essayé de corriger ses erreurs.
On se demande qui correspond au portrait robot que vous dressez du président de la République qui pourrait prétendre à exercer ces fonctions. C'est-à-dire qu'il faut un âge minimum et une carrière avec des étapes précises? Non, il faut se passionner pour tout ce qui fait aujourd'hui la responsabilité présidentielle. Et on peut se passionner pour les affaires internationales. Il y a aujourd'hui, dans ceux qui sont dans le jeu politique, qui se passionnent pour les affaires internationales depuis longtemps. Regardez Raphaël Glucksmann, il s'intéresse au monde depuis très longtemps. Donc c'est pas tant une question d'âge qu'une question de se coltiner non seulement avec les réalités politiques françaises, mais avec aussi les réalités du monde, et avec les questions de société, qui sont aussi des enjeux extraordinairement complexes. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de portrait robot, mais qu'il y a un itinéraire et qu'il se paye cher de ne pas avoir suffisamment peut-être coché un certain nombre de cases. Pourtant, jouer à être président quand on doit faire face à la crise des subprimes, Nicolas Sarkozy, à la vague d'attentats, François Hollande, à la crise du Covid, Emmanuel Macron, on se dit qu'ils ont été à la hauteur de la fonction? Vous dites non? Alors, dans les crises, je me garderai de donner des leçons à quiconque. Dans les crises que nous avons traversées, dans l'affaire des subprimes que vous évoquez, il a tenu son rôle de la même façon, François Hollande, dans les attentats. Mais il s'agit aujourd'hui, on le voit bien, d'impulser une direction, de fixer un cap, d'avoir une boussole et d'être capable surtout de penser le monde. Aujourd'hui, le grand enjeu qui est devant nous, c'est celui de la souveraineté française. On l'a vu lors de la dernière réunion de l'OTAN, avec une Europe très alignée, trop alignée. J'ai parlé de sommet des Carpettes. C'est pas l'idée qu'on se fait de l'Europe et c'est pas l'idée qu'on se fait de la France. On a envie que l'indépendance de la France soit affirmée. On a envie que notre souveraineté économique soit défendue. On a envie que notre souveraineté technologique soit défendue. Cette vieille idée de la souveraineté qui était au sommet de l'actualité il y a 30 ou 40 ans, eh bien elle revient aujourd'hui un enjeu primordial pour tous les Français. Les Français se rendent bien compte que s'ils veulent que leur destin reste dans leurs mains, reste dans la main des Français et aussi dans la main des Européens, parce que nous avons partie liée, eh bien il y a des combats à mener. Et ces combats, ils vont être rudes. Quand on voit Donald Trump qui se moque un peu de l'Europe, et même parfois beaucoup, quand on voit Vladimir Poutine aux portes de cette Europe, quand on voit les enjeux comme ceux de l'écologie, on voit bien qu'il y a là des défis à la fois nationaux et collectifs qui sont extraordinairement rudes et qui vont demander beaucoup d'efforts de la part de tous. Parmi les défis que vous évoquez, Dominique de Villepin, sur la scène nationale, il y a évidemment celui des retraites, une question qui revient depuis des années dans notre débat politique. Hier, François Bayrou défendait devant la presse des avancées. Il proposait aux partenaires sociaux de prolonger les discussions jusqu'à la mi-juillet. Refus aujourd'hui de la CFDT et le Premier ministre se dit maintenant prêt à trancher. Dans le projet de loi qui sera soumis dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qu'on appelle dans les termes parlementaires le PLFSS, qui permet de financer toutes les actions de santé et de retraite, dans ce cadre-là, il y aura un texte. Qu'il y ait eu un accord préalable ou qu'il y ait eu seulement les travaux préparatoires à un accord, si les organisations considèrent que ça n'est plus leur heure et qu'il faut trancher, on tranchera. Je n'ai aucun problème avec la décision. En lançant ce conclave, François Bayrou avait fait un pari. Est-ce que c'était utile, selon vous, de remettre tout le monde autour de la table, ou est-ce qu'on a juste perdu du temps? Alors, le pari initial visait à tout remettre sur la table. Et très vite, François Bayrou a restreint le champ de la négociation. Déjà, on ne revient pas sur l'âge légal. Exactement. Donc nous avons eu plusieurs années de discussions sur une réforme des retraites, partant d'une réforme à points qui finalement a abouti à une réforme d'âge, 64 ans, puis un conclave de 4 mois, et puis maintenant des prolongations qui sont proposées. Les partenaires sociaux n'en veulent plus. Donc on arrive au bout du chemin. Est-ce que le Premier ministre seul peut réparer, accommoder? Il peut peut-être essayer d'améliorer les choses, je l'espère en tout cas, sur la pénibilité, sur l'égalité homme-femme, parce que là, il y a effectivement une injustice majeure. Il reste que cette réforme des retraites, qui a été imposée contre le peuple, contre les travailleurs, contre les salariés, est aujourd'hui un immense problème, toujours, pour nos compatriotes. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un sentiment d'injustice, d'une réforme qui s'est faite contre eux, et que ce n'est pas quelque chose qu'on peut balayer comme ça. Si l'esprit de réforme aujourd'hui, si notre pays est paralysé, c'est bien parce que
eh bien, cet échec de la réforme bloque les autres réformes. Donc je reste convaincu que d'ici à 2027, il faudra trouver le moyen de rouvrir cette question sans bien sûr accepter qu'on puisse faire un saut dans le vide. Et c'est pour cela que je propose dans cette perspective de relancer la réforme à point. Une réforme à point qui avait été le projet initial et qui me paraissait être une bonne réforme. Qui était dans le programme d'Emmanuel Macron. Et que finalement, Édouard Philippe a choisi de mettre de côté. Vous avez même dit qu'il avait saboté cette réforme des retraites. Édouard Philippe, il était à votre place mardi et il a répondu ceci. Contrairement à ce que dit M. de Villepin, qui en réalité, à mon avis, sa petite phrase était simplement destinée à m'en balancer une, comme on dit, parce que c'est comme ça qu'on rentre en campagne. Ben oui, bien sûr. C'est un rival bien sûr. pour l'Élysée qui parle. Non, je ne sais pas, mais le panache gaulliste est difficile à garder vierge. J'ai essayé de mettre en place un système de retraite universel par répartition et à points, mais je ne voulais pas le mettre à 67 ans. Je voulais mettre un système par points avec un mécanisme qui faisait qu'il était financé et un âge pivot à 64. Alors je vais vous dire, si les syndicats sont prêts à 64, il y a une réforme, elle a été discutée, on y va quand ils veulent. Oui. Vous maintenez qu'Édouard Philippe a saboté cette réforme ? En tout cas, il a dit deux choses qui sont relativement contradictoires. D'abord, une réforme à points qui est censée permettre, pour chaque euro cotisé, ouvrir un certain nombre de droits de façon universelle, ce qui permettait de considérablement simplifier notre système. Vous savez combien de dizaines de différents systèmes de retraite nous avons. Et puis, en fixant cette mesure d'âge à 64 ans, il a évidemment cassé la dynamique qui s'exprimait en faveur de la réforme à points. Donc, nous sommes finalement dans la situation où cette réforme, qui était à mon sens une bonne réforme parce qu'elle donnait plus de lisibilité, plus de transparence et en même temps plus de justice. Nous voyons bien dans quelle situation se retrouvait le CAP fleuriste qui avait vocation à travailler pendant 44 années par rapport à un cadre bancaire par exemple qui lui pouvait se contenter de travailler 43 années. Donc cette exigence de justice, il faut la poser et malheureusement sur ces questions comme sur les questions de pénibilité, la réforme qui a été proposée n'a pas pu aboutir et n'a fait, au bout du compte, que des mécontents. Vous savez très bien qu'il y a des réformes qui ne plaisent pas aux Français, et qu'il est dur de convaincre les Français, vous l'avez bien vu avec le CPE. Comment faire pour les convaincre sur le sujet des retraites, alors que les Français n'en veulent pas d'un allongement de la réforme des retraites? C'est justement là où il y avait la possibilité, avec un autre système, qui n'allongeait pas la durée du travail. Qui n'allongeait pas forcément la durée du travail, puisqu'on ajustait au nombre de points les possibilités de départ en retraite, une fois de plus, qui donnait le sentiment de justice que ne peut pas donner le système qui est aujourd'hui retenu de la mesure d'âge. On voit qu'il y a des inégalités flagrantes entre les situations, et en particulier une pénalisation de ceux qui commencent tôt. Donc il y avait là la possibilité d'avoir un système qui à la fois simplifiait et en même temps était plus juste. Je regrette que pour des raisons qui sont des raisons d'opportunité, la volonté de marquer l'effort à fournir et la volonté surtout de cranter une mesure d'âge supplémentaire, parce qu'on a bien compris qu'Édouard Philippe veut aller vers les 67 ans et les Français ne peuvent que craindre que ce système, compte tenu de la démographie, s'aggrave. Donc je pense qu'il fallait maintenir le financement. Oui, et c'est pour cela que le fait de changer de système permettait d'embarquer tout le monde dans quelque chose de plus lisible et de plus juste. Dans ce livre, vous dites vouloir redonner du poids à la parole citoyenne. Emmanuel Macron a essayé ces dernières années, ces derniers mois. Faut-il multiplier les référendums, les conventions, les initiatives directes tout en redonnant un vrai poids au Parlement, Dominique de Villepin ? Alors oui, bien sûr, parce que la démocratie, elle a vocation à respirer. On ne peut pas se contenter de voter. Oui, on ne peut pas se contenter de voter au début d'un mandat et puis attendre 5 ans. On a besoin de rendez-vous démocratiques. Et les conventions citoyennes, les référendums, ça permet de rétablir, de nouer ce lien. Tout ce qui permet la démocratie délibérative est une bonne chose. Regardez la Convention citoyenne pour le climat, à quel point elle a effectivement montré qu'il y avait un chemin qui permettait d'associer tous les citoyens. Malheureusement, les conséquences, le suivi de cette convention n'a pas été fait correctement, parce que c'est une chose de demander aux citoyens de participer à la vie démocratique, c'est autre chose de les écouter. Eh bien, c'est ce qui a fait défaut, malheureusement, dans un certain nombre de ces cas. À propos de climat, on annonce des températures jusqu'à 42 degrés attendues entre lundi et mardi. Vous proposez, Dominique de Villepin, de faire de la neutralité carbone en 2050 un objectif constitutionnel contraignant et opposable. Mais il faut attendre 25 ans ?
Alors, c'est pour cela que, avec nos partenaires européens, il y a un chemin qui a été bâti, avec un rendez-vous en 2030, un rendez-vous en 2040. Mais toute la question, c'est justement de marquer ce que doit être l'évolution, pour la rendre crédible, pour la rendre concrète. Tout ceci suppose un travail de planification considérable. Il ne s'agit pas juste de cocher des cases et de dire en 2050 on fera ça. Il s'agit de planifier une évolution de nos industries, de nos technologies, de notre politique énergétique, pour permettre justement d'aller vers une économie plus décarbonée. Et c'est cette préparation que l'État, en liaison avec les différentes industries, en liaison avec les citoyens, les consommateurs, pour ce qui est, par exemple, du secteur automobile, doit faire. Et c'est ce qui n'est pas suffisamment préparé. Et on voit comment, tout à coup, on a changé d'âge, d'un moment où l'écologie paraissait tendance, à un moment où, au contraire, l'écologie paraît totalement punitive et très peu populaire. Et donc, il faut remettre sur la table l'ensemble de ces sujets pour voir comment on peut associer tout le monde sans donner le sentiment que l'écologie se fait contre les citoyens et en particulier contre les plus défavorisés. Je crois qu'il y a là un immense travail, mais c'est un enjeu pour nous tous. On voit bien à quel point les choses se dégradent rapidement. On ne peut pas simplement constater tous les soirs à la météo les catastrophes, l'augmentation du climat dont nous subissons tous les conséquences.